Bonjour à tous et bienvenue sur Allo fait dodo, le podcast SOS des parents qui vous aide à vous sentir épanoui, reposé et surtout serein dans votre rôle de parent. Parce que nous sommes convaincus que la famille est un tout, où chaque membre a sa place et où le mal-être de l'un impacte le bonheur commun, nous vous proposons ici une approche à 360 degrés de la famille. Nous vous parlons de votre quotidien sous tous ses angles. Vos enfants, vous, en tant que parents, mais aussi et surtout la qualité de la relation sont au cœur des sujets de chaque épisode. Toutes les semaines, je reçois des experts, des consultantes et des consultants, des professionnels de la petite enfance qui, à l'image de Caroline Ferriol, fondatrice du village Fait Dodo, ont tous en commun d'être passionnés et profondément bienveillants dans leur approche et leurs conseils. Nous parcourons ensemble les sujets qui vous intéressent, vous intriguent et vous troublent parfois. Car oui, en tant que parent, de nouvelles questions émergent chaque jour et les bonnes réponses font toute la différence. Très bonne écoute à toutes et à tous. Bonjour Astrid. Salut Aurélie. Astrid, je suis très heureuse de te recevoir sur le podcast aujourd'hui pour ce nouvel épisode d'Allo fait dodo. Astrid, avec toi aujourd'hui, nous allons aborder un sujet un petit peu tabou, mais tu vas nous en dire plus par rapport à cette vision du rôle de mère sur lequel tu as écrit. Tu es autrice, on dit auteur, avec un E ou autrice peut-être Ouais, autrice, comme tu veux. d'accord. En tout cas, tu es l'auteur du livre qui s'appelle Le regret maternel, quand le rôle de mère est trop lourd à porter. Un livre qui vient tout juste de sortir en France en septembre, c'est ça, septembre 2022. C'est ça, ouais. Oui. Et puis, comme tu me le disais à l'instant, qui vient tout juste de sortir au Québec. Nous allons parler du regret maternel. Alors aujourd'hui, ça va être un petit peu un épisode un peu intime, un peu peut-être un épisode ressource aussi pour les parents qui nous écoutent par rapport à ce qu'ils peuvent vivre dans leur quotidien, dans leur rôle de parent. Alors principalement pour les mamans, tu vas peut-être plus nous en parler tout à l'heure, ce terme de regret maternel, il est peut-être plus, effectivement, c'est regret maternel et pas paternel, comme tu l'as indiqué. C'est plus marqué chez les mamans, mais en tout cas, ça touche les parents sans vraiment on le sache. Et toi, tu as mis un mot derrière un ressenti qui est souvent partagé, qui peut être lourd à porter. Je ne vais pas aller plus loin, Astrid, je vais te laisser te présenter, nous parler un petit peu de ton parcours, de ce qui s'est passé pour toi lorsque tu es devenue maman, et puis de ce qui t'a poussé à écrire ce livre. Eh bien, merci encore. Donc, je m'appelle Astrid, j'ai bientôt 37 ans. Je vis à Montréal depuis plus de 14 ans maintenant. Je suis mariée depuis 10 ans. N'importe quoi, pas du tout depuis 10 ans. Je suis en couple depuis 10 ans, mais mariée depuis un petit peu moins de temps. Et on a un petit garçon de 4 ans et demi. Il y a tellement de choses à dire que je ne sais pas par où commencer. Je voudrais juste resituer un petit peu. C'est pas moi en tant que telle qui ai mis un mot sur ce ressenti. Moi, j'ai rebondi grâce à une personne que j'admire beaucoup qui s'appelle Orna Donat, qui est donc une sociologue israélienne qui a écrit un livre en 2016 qui est sorti, il me semble, fin 2019 en France, qui s'appelle Le regret d'être mère. Et donc, moi, c'est grâce à la lecture de ce livre que j'ai pu moi-même mettre un mot sur ce que je ressentais. Et donc, évidemment, je n'allais pas appeler mon compte Instagram ni mon livre Le regret d'être mère, puisque c'était déjà existant. Mais j'ai voulu coller au mieux à ce que cette femme-là pouvait expliquer concernant le regret. Je ne sais pas si tu as des questions plus spécifiques de ce que tu voudrais que je raconte, si tu veux que je parle de comment c'est arrivé, enfin comment je m'en suis rendu compte, etc. Enfin la genèse un petit peu de tout ça. Oui, je veux bien qu'on parle de cette genèse, effectivement, et pour que finalement tu puisses vraiment décrire aux parents qui nous écoutent et qui ne seraient pas familiers avec ce terme de regret maternel ou de regret d'être mère,
ce que c'est exactement. Parce que c'est vrai Oui. que malgré tout, ce terme-là, il n'est pas si démocratisé que ça. Alors, même si on comprend ce qu'il peut y avoir derrière ce terme de regret maternel, je pense que c'est important d'aller un petit peu plus loin et de se dire que c'est pas seulement le fait que ce soit dur parfois d'être maman. Je pense que Oui, ça oui, va non, plus c'est loin plus que ça. profond, exact. Exactement. Donc, Exact, c'est ce sera intéressant de voir ton parcours et de comprendre justement la profondeur derrière ce mot-là, en fait. tout à fait. Alors, déjà, ce qui est très important à savoir, c'est que quand on parle de regret maternel, on ne parle pas de désamour pour son enfant. Ce sont deux choses complètement différentes. Moi, je ne regrette pas mon fils en tant que tel. Je regrette le rôle de mère dans la société dans laquelle on vit. Ce que c'est aujourd'hui d'être mère, pour moi, est extrêmement difficile. Je n'aime pas être mère et je n'ai aucune honte à le dire. Ça ne veut pas dire que je n'aime pas être la mère de mon fils et passer du temps de qualité avec lui, mais c'est ce que ça implique, les responsabilités, de devoir penser à mille choses. C'est tout ça, en fait, qui fait que, à refaire, je n'aurai pas d'enfant. Donc c'est ça en gros la définition à mon sens, mais enfin, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est quelqu'un qui se demande mais est-ce que moi je regrette. C'est simple, c'est de se poser la question, est-ce que si c'était à refaire, avec les connaissances qu'on a aujourd'hui de notre maternité, on aurait à nouveau un enfant, on deviendrait à nouveau mère? Moi, ma réponse, elle est claire et nette, c'est non. À refaire, je n'aurais pas d'enfant. Alors je comprends que les gens puissent être peut-être choqués par ça, parce que souvent, c'est dur de dissocier regretter d'être mère de son enfant. Mais c'est pas mon enfant que je regrette, lui, il n'a rien demandé, il n'a pas choisi à naître, il n'a pas. Ce ressenti-là, il est propre à moi, c'est dans mon être en fait que je le ressens. Et j'insiste toujours en disant que je n'en veux pas à mon fils, je n'en veux pas à personne. En fait, s'il y a bien quelqu'un que je dois blâmer, c'est moi en fait, d'avoir été peut-être trop naïve, de ne pas m'être assez écoutée, de ne pas m'être posé de questions, d'avoir suivi un schéma parce que c'est la suite logique des choses, parce que j'aimais les enfants, donc j'ai pas pu se creuser que ça. Donc c'est ça, c'est pas. Souvent on dit ah, mais maintenant que tu as un enfant, assume. Ouais, enfin, déjà, je déteste ce mot, et puis j'ai jamais dit que je n'assumais pas. Mon enfant, je m'en occupe. J'ai même pas le mot en fait pour dire justement à cause de cette culpabilité qu'on peut ressentir en ayant ce ressenti de regret, ben on va décupler en fait la façon de s'occuper de notre enfant. On va faire ça de façon limite trop intense parce que justement on veut contrebalancer. Et donc, c'est pour ça que c'est important de faire une grande différence quand quelqu'un dit qu'il regrette son rôle de mère, de ne pas penser que c'est un parent toxique ou maltraitant. Ça n'a absolument rien à voir. Ce sont deux choses différentes. C'est un ressenti qu'on n'a pas choisi et qui nous habite. Et il y en a qui pourraient se dire, bah, moi, je regrette d'être mère, il n'y a plus rien à faire, c'est foutu. La vie est, voilà, je subis ça, puis c'est tout. Et je peux tout à fait comprendre. Euh, il y a 2 ans, je subissais ça. Aujourd'hui, j'apprends à vivre avec ce regret. Et la différence, elle est assez flagrante parce que euh, j'arrive à mieux vivre avec. Ça ne veut pas dire que ça a disparu de ma tête. Peut-être qu'un jour ça partira, mais ça, seul l'avenir me le dira. Et pour remonter un petit peu dans mon histoire, en fait, et comme je l'explique dans mon livre, il y a une chronologie qui, en tout cas, ça se suit un petit peu. Moi, j'ai toujours voulu avoir des enfants. Enfin, en tout cas, c'est ce que je pense, parce que j'arrive pas à me souvenir de comment je pouvais ressentir et penser les choses avant d'être mère. Je j'ai aucun souvenir dans ma tête de comment je pouvais me projeter, mais venant d'une famille où avoir des enfants, c'était normal, enfin limite, il fallait avoir des enfants. Si tu pas d'enfants, on te regarde bizarrement, tu as un problème dans ta vie, limite. Euh, ben, j'ai pas plus questionné ça parce que, en plus, ça, j'étais amoureuse. Mon mari voulait des enfants. Donc, moi aussi, dans les faits, je me disais, bah, construisons une famille, ça va être un peu, comment dire, on va consolider notre amour, enfin, des trucs un peu débiles finalement, enfin, à mon sens, parce que t'as pas besoin d'avoir un enfant pour consolider son amour, je pense. Tu peux en avoir ou ne pas en avoir, ça ne va pas faire que ton couple est plus ou moins fort. Donc, voilà, je me suis dit, enfin, on s'est dit, ok, on se lance. Puis ma grossesse, elle a été mais quasi parfaite. J'ai rien à redire. J'avais vraiment très très peu d'inconvénients, si je peux dire ça comme ça. Et mon accouchement aussi a été exactement, quasi exactement comme je l'avais imaginé. Je m'étais préparée comme il faut. Je m'étais renseignée. J'avais une doula. Enfin bref, je, ça ne pouvait pas être mieux que ce qui s'est passé. Donc pour moi, tout était presque idyllique en fait. Et c'est après la chute, elle a été très très violente. Bon, il faut dire que j'ai eu des problèmes au niveau de mon allaitement. J'arrivais pas à allaiter assise, donc je n'allaitais que couchée. Donc on s'entend que
quand tu veux aller voir des amis ou quand tu veux aller faire, je sais pas moi, tes courses ou n'importe quoi, ben, tu vas pas t'allonger au milieu du magasin pour allaiter ton enfant, donc tu ne sors pas. Donc ça, déjà, ça a commencé à on va dire, ça a activé un peu plus l'anxiété que je pouvais ressentir déjà dans ma vie d'avant d'être mère, en me disant, mais si je fais ça, il risque de se passer ça, et si je fais ça. Donc toujours à projeter, à imaginer des choses de façon négative. Il faut savoir qu'au Québec, moi, j'avais le droit à 1 an de congé maternité. Enfin, maternité plus parentale, ça a fait 1 an et j'étais donc toute seule. Mon mari, lui, travaillait. Il a été avec moi 5 semaines. Il a rajouté 2 semaines de vacances. Donc, c'était quand même déjà super. Mais c'est passé bien trop vite pour moi. Et je pense que n'importe quelle mère se reconnaîtra ici qui a passé quelques mois de congé, hein, même si c'est que 3 mois sans son conjoint ou sa conjointe. Euh, Quand on passe une journée entière seule avec son enfant, c'est quand même fatigant, hein, le mot est faible. Donc quand c'est une année complète où on est 5 jours par semaine seul avec son enfant, c'est horrible. Quand j'y repense, je me dis, mais ça a été pour moi un enfer parce que c'était pas tant de devoir m'occuper de mon fils. Enfin, c'était quand même compliqué pour moi parce que je me sentais pas crédible dans ce rôle de mère. J'avais pas l'impression que c'était mon enfant. Mais c'est surtout que c'est ça, c'est cette solitude, ces pensées qui sont tout le temps dans la tête de j'ai l'impression que je fais rien de mes journées, j'ai l'impression que je suis fatiguée tout le temps et c'était même pas une impression, j'étais fatiguée tout le temps. Donc tout ça, ça a construit déjà bon, ça a construit une première chose, la dépression postpartum, parce que je suis passée par là. Mais il faut bien faire attention, dépression postpartum et regret maternel sont deux choses différentes. Je reviendrai à ça plus tard. Euh, donc c'est ça, la dépression postpartum, elle a été diagnostiquée relativement tardivement parce que euh, ben déjà, quand on faisait les suivis en pédiatrie, j'ai pas souvenir qu'on m'ait posé la question à moi de comment je me sens. On s'occupait surtout de mon fils qui perdait du poids, donc je comprends bien hein, que c'était pas mal important de pouvoir faire un suivi adéquat avec lui. Mais il a été hospitalisé quand il avait 3 mois. On a passé 5 nuits à l'hôpital. Je devais donc l'allaiter toutes les 3 heures et compléter avec du lait maternisé pour l'aider à reprendre du poids. Et il a eu plein d'examens, prise de sang. On lui a fait aussi un test de sudation. Je n'avais aucune idée de ce que c'était. Et en fait, c'est un test pour voir s'il n'avait pas la mucoviscidose. Donc, autant te dire que quand moi on m'a dit ça, j'ai commencé un peu à paniquer parce que les symptômes qu'il avait pouvaient signifier qu'il avait la mucoviscidose. Donc, vraiment, ça m'a fait très peur. Par chance, ce n'était pas ça. Ce n'était que une intolérance à la protéine de lait de vache, mais quand même, ça a été bien compliqué. J'ai quand même continué d'allaiter en faisant une diète d'éviction, donc j'ai enlevé toute trace de lait, et je ne parle pas juste de produits laitiers, hein, de n'importe quel aliment qui contient du lait, il y en a énormément, beaucoup plus qu'on pense. Et j'ai tenu 2 mois, puis j'ai dit stop, là je suis en train de sombrer, la nourriture pour moi c'est trop précieux, je ne mange plus rien là, enfin, à mon sens c'était ne plus rien manger ou presque, donc j'ai arrêté, mais voilà, je pense que la dépression postpartum elle a débuté là, mais sans que je me rende compte. Et en février 2019, donc mon fils avait à peu près 8 mois, je suis allée voir mon médecin traitant qui m'a dit, enfin voilà, moi je lui ai dit, ça va pas. Il m'a posé plusieurs questions pour pouvoir jauger un petit peu. Puis il m'a dit, en effet, vous faites une dépression postpartum, vous êtes vraiment à la limite de prendre des antidépresseurs. Je vous laisse décider. Moi, je lui ai dit, je ne sors pas de ce cabinet sans solution concrète, en fait. Me dire que je fais une dépression postpartum, mais ne pas m'aider avec ça, ça va absolument rien changer à ce que je vis. Donc, il m'a prescrit des antidépresseurs. Je pense que c'était le dosage le plus faible qui existe. Et il m'a aussi surtout recommandé de consulter un ou une psychologue ou psychothérapeute, enfin en tout cas d'aller consulter quelqu'un. Et en effet, donc j'ai commencé la thérapie 6 mois plus tard parce que je pense que je repoussais la démarche de trouver quelqu'un pour cette thérapie. Et après ça, donc j'ai recommencé le travail parce que ça coïncidait avec, il y avait la fin du congé parental et j'avais pris 2 mois entre le moment où mon fils a pu avoir une place en crèche et le moment où j'ai repris le travail. J'ai pris 2 mois toute seule en fait pour pouvoir juste faire une espèce de petite coupure entre justement ce congé qui avait été extrêmement difficile et la reprise du travail qui m'angoissait énormément. Parce que je me suis dit, ok, donc en plus de mon travail, il va y avoir mon enfant à gérer, les courses, les machins, enfin tout. Et moi, en tant que femme, elle va être où ma place? Je ne sais pas.
Et en effet, ça a été très, très rock'n'roll. J'ai trouvé la reprise extrêmement difficile. Euh, et est arrivé ce qui est arrivé, une magnifique pandémie qui nous est tombée dans le coin de la tronche. Et donc, ça, c'était 6 mois après ma reprise du travail. Et là, donc c'était mars-20, mon fils avait presque 2 ans. Je perds mon emploi parce que je travaillais dans le domaine du divertissement, puis tout a cessé du jour au lendemain. Donc, je me retrouve du jour au lendemain à la maison avec mon fils. Mon mari, lui, travaillait dans le domaine des jeux vidéo, donc ça n'a pas du tout été impacté, bien au contraire. Donc, voilà, retour en congé maternité forcé, comme je l'ai appelé. Et ça a été le début de la fin. Là, pour moi, cette période, je pense, que ça a été la pire période de ma vie jusqu'à maintenant. Ces quelques premières semaines Enfin, finalement, tout le confinement qui a été similaire à celui qu'il y a eu en France au niveau de la durée. Mais c'est ça, les premières semaines, comme on ne savait pas réellement ce qui se passait, et on se disait, dans 2 semaines, ça va être fini, pas du tout. Donc, quand les 2 semaines ont été repoussées à 4 semaines, etc., là, je me suis dit, attends, mais non, non, non. C'est pas comme ça que j'avais imaginé ma vie, c'est pas comme ça que j'avais imaginé ce rôle de mère. Enfin, non, à ce moment-là, en toute honnêteté, j'avais envie de mourir. Je me suis dit, c'est trop difficile. Au moins, si je meurs, je ne ressentirai plus rien. C'est vraiment ça que je me disais à ce moment-là. Alors, je parlais à ma thérapeute toutes les semaines, hein, donc j'étais capable de verbaliser ça. Et heureusement qu'elle était là pour m'écouter et sans aucun jugement. Malheureusement, j'ai l'impression que tous les thérapeutes ne sont pas comme ça, vu les témoignages que je peux avoir de certaines mères qui m'écrivent. Mais oui, ce moment-là a été extrêmement, extrêmement difficile. Mon mari a quand même, j'aime pas dire il a aidé, mais en quelque sorte, il a aidé par rapport à cette situation parce que lui, il travaillait, donc il devait faire ses heures de travail. Mais on a quand même réussi à organiser quelque chose. Je ne sais plus si c'est moi qui lui ai proposé ou demandé ou si c'est lui qui me l'a proposé. Mais en tout cas, ça a fonctionné, ça a beaucoup aidé. C'est qu'on alternait en fait. C'est-à-dire que un jour, je m'occupais de notre fils du lever le matin jusqu'à ce qu'il se couche pour sa sieste. Et mon mari prenait le relais après la sieste jusqu'au coucher le soir. Et le lendemain, on inversait. Évidemment, si mon mari avait des meetings ou des appels importants, le temps de son appel, je m'occupais de mon enfant, enfin de notre enfant. Mais voilà, donc le fait de pouvoir avoir des moments toute seule, je pense que ça m'a sauvée en fait. Parce que Oui, ça si t'a j'avais permis de dû... tenir, de trouver de la Voilà, ressource pour la journée d'après. exact. Même si je faisais parfois rien du tout, juste être dans mon lit ou lire un livre, et encore, je ne sais même pas si je lisais un livre. Dormir, je pense que je dormais aussi beaucoup. De toute façon, on ne pouvait pas faire grand-chose d'autre, hein. Les magasins étaient fermés. Oui, je pouvais aller me balader dehors, mais enfin voilà, c'était vraiment très limité, comme tout le monde le sait. Mais oui, c'était un break mental, mais je me rappelle très peu en fait, hein. Là, en t'en parlant, je suis en train de me dire, je faisais quoi en fait? De ces moments libres, je ne me souviens pas exactement. Je pense que mon Est-ce que, cerveau, il a tellement souffert de ça qu'il y a eu un effacement un peu de mmh, cette période. oui, puis avec la fatigue, la mémoire est moins bonne aussi dans tous les cas. Ça Mhm, fait du tri. Est-ce que tout Astrid, à tu fait. peux tu peux revenir justement sur la dépression postpartum et sur ce que tu voulais nous partager par rapport à ça? Oui, Parce que c'est vrai que c'était vraiment une question importante que je voulais te poser. Est-ce que c'est toujours lié? Est-ce que toutes les mamans qui sont en dépression postpartum, elles sont dans une sorte de regret maternel? Ou est-ce qu'on peut être dans un regret maternel même si on n'a pas eu de dépression postpartum ou alors c'est une dépression un petit peu cachée? Comment toi tu décrirais ce lien? Est-ce que c'est juste une autre manière de le dire finalement? non, c'est pas une autre manière de le dire. Je pense pas du tout. Pour la simple et bonne raison que la dépression postpartum, elle se soigne. Tandis que le regret maternel, c'est un ressenti. Donc c'est quelque chose qui va fluctuer au fil du temps, suivant comment on vit ça, comment on est accompagné, comment on est écouté, comment on est épaulé. Alors évidemment que la dépression postpartum aussi, plus on va avoir du monde autour de nous qui nous aide, et je ne parle pas du conjoint, de la conjointe là, mais de proches autour et d'avoir ce fameux village, peut-être que ça va aider à se sentir un peu moins, euh, comment dire, un peu moins à ressentir un poids en fait. Mais c'est ça, la dépression postpartum, moi je me souviens très bien que j'étais en dépression postpartum quand j'ai découvert le livre d'Orna Donat, qui n'était pas encore traduit en français à l'époque. Et à ce moment-là, en fait, je me souviens donc l'avoir pris en note et je me suis pas dit oh, c'est ce que je ressens, c'est ça, c'est ça. Non, mais ça m'a interpellée parce que je me suis dit ah tiens, c'est intéressant, j'avais jamais entendu parler de ça, de cette possibilité-là. Et en même temps, j'avais aussi
présence d'esprit de me dire, là, de toute façon, en ce moment, tu es en pleine dépression postpartum, en traitement antidépresseur. Donc, admettons que je me serais dit, c'est ça que je ressens. Peut-être que ça aurait été la dépression postpartum qui parle, parce que je suis sûre, et il n'y a pas de statistiques, il n'y a pas de chiffres sur le regret maternel, mais je suis sûre que beaucoup de mères qui ont vécu une dépression postpartum ont pu, à ce moment-là aussi, dire à refaire, je ne le referai pas. Et quand la dépression postpartum s'est estompée, a été guérie, et que la mère a repris un semblant de vie peut-être normale avec l'enfant qui va à la crèche ou peu importe en fait, qui reprend un travail ou en tout cas, ça va mieux. Souvent, c'est ce que j'ai pu entendre. Après, il y en a donc qui vont faire une dépression et la dépression va être soignée plus ou moins bien ou soignée. Mais le fait qu'à la maison, il y ait une charge mentale pas possible parce que le conjoint ne s'implique pas, ne fait pas sa part, ça entretient en fait ce ressenti de regret. C'est comme si, oui, la dépression, elle est passée. Il n'y a plus cette envie de ne plus rien faire, de juste dormir, d'être au bout de sa vie. Versus, parce que moi, en regrettant, ça ne m'empêchait pas de faire des choses. J'étais pas. C'est ce que j'allais te demander. Comment ça se J'avais un manifestait dans ton ressentiment. quotidien, en fait? C'est juste que c'est dur à dire parce que c'est tellement variable. Et là encore, je ne me souviens pas exactement à l'époque. C'est juste que chaque fois que je pouvais me retrouver dans une situation, je ne sais pas trop comment l'expliquer avec des mots en fait, parce que c'est tellement intérieur que c'est pas simple. Mais les routines du soir, par exemple, de se dire, là en fait, au lieu de m'embêter à essayer de convaincre mon fils que c'est le temps de se doucher ou de prendre son bain, je pourrais faire tranquillement la petite popote ou juste regarder une série à la télé. Encore, j'exagère parce que non, mais juste d'être dans le calme, d'être en train de me faire mon petit truc, de manger à l'heure que j'ai envie de manger et de pas être en fait, je mets des gros guillemets, prise par un enfant qui a besoin de toi. C'est normal, c'est ton enfant, il ne peut pas aller prendre sa douche tout seul à 2 ans, 3 ans. Il ne peut pas non plus se faire à manger tout seul. Je veux dire, je ne suis pas en train de dire que j'avais pas envie en tant que telle. Enfin, oui, si, j'avais pas envie. Mais je me sentais pas. Jamais j'ai pu regarder mon fils et lui dire à cause de toi, voilà, je suis pas capable d'être tranquille ou à cause de toi. Non, tout est à l'intérieur, c'est pas à cause de lui. C'est cette situation. Je peux comprendre, quand je m'entends parler, je peux comprendre, des gens disent, oui, mais si ton fils n'était pas là, évidemment, tu ressentirais pas ça, tu serais pas. Mais ce n'est pas lui le fautif. C'est ça que je veux dire, c'est très important. C'est-à-dire que mon enfant est là, il n'a rien demandé, je m'en occupe corps et âme. Et en fait, c'est de me dire, euh, si, si j'étais pas devenue mère, si je n'avais pas eu d'enfant, si j'avais choisi de ne pas avoir d'enfant, je serais moins dans ce stress perpétuel, dans cette espèce de tension de il faut, il faut, il faut, il faut. Parce que quand on est tout seul chez soi en tant qu'adulte, indépendant et responsable, il faut faire des courses. Si finalement tu dis je vais me commander un truc à manger et je ferai mes courses demain, c'est correct. Par contre, il faut donner le bain à ton fils ou lui laver les dents ou le coucher, lui lire une histoire, etc. Pour lire une histoire, c'est cool quand même. Mais le reste, tu as lu l'histoire, tu le couches, mais il veut pas se coucher parce qu'il ressort du lit, parce que ceci, cela. Moi, je vois ça comme des contraintes, en fait. Alors, moins aujourd'hui, mais quand même, je ne vais pas mentir. Tu as fini ta journée de travail qui a été intense, puis tu sais que tu as ce fameux deuxième shift, comme on l'appelle, cette deuxième partie de ta journée qui est aussi du travail, de te projeter, de dire, OK, qu'est-ce qu'on a ce soir pour le repas pour lui? De tout le temps s'assurer qu'on n'est pas mal pris, en fait. Et toutes les responsabilités, etc. Et quand ton enfant est malade, et encore pire en temps de pandémie, en fait, je pense que la pandémie, elle a encore plus activé ça, parce que tu as peur pour ton enfant. Tu te dis, mais s'il est malade ou si dans la garderie, il y a un enfant, enfin, je dis garderie, c'est la crèche, en fait, c'est l'équivalent, parce que au Québec, je fais une petite parenthèse, l'école, c'est pas avant 5 ans. Donc, mon fils est toujours à la garderie à l'heure actuelle. Mais c'est ça, s'il y a un enfant qui est malade, en tout cas c'était ça, et je ne sais pas comment ça se passait en France, mais tu as un enfant qui a le Covid, le groupe, les enfants sont cas contact, donc tu dois les garder à la maison, le temps de t'assurer que, c'était infernal. Mais ça, je pense qu'on est toutes, en tant que mère, passées Oui, en par France, cette. c'était pareil Voilà, également, oui, c'est bien sûr. ça. Donc on a tous vécu il faut rebondir sans arrêt. Donc il y a une anxiété, enfin moi déjà j'étais anxieuse de nature avant, mais il y a cette anxiété accompagnée du stress, de l'agacement, de cet étouffement d'être tout le temps chez soi. Donc bon, là je parle de la pandémie maintenant, évidemment. Bon, le Covid existe toujours, mais c'est beaucoup plus, je sais pas quel mot utiliser, intelligent, mais en tout cas, on est beaucoup plus capable de retrouver une vie simili-normale, donc c'est moins oppressant, on va dire.
on a beaucoup plus d'activités possibles, etc. Les garderies, tout s'est adapté de façon à ce que ce soit plus aussi complexe que ça, et tant mieux. Mais c'est ça, c'est cette peur quasi permanente que ton enfant, il lui arrive quelque chose, puis que si tu t'en occupes pas suffisamment bien, bah ça, limite, ça va être ta faute. Tu vois, c'est cette culpabilité Alors, qui tu vois, ronge tout le temps. et là, je me dis, il y a peut-être des parents qui nous écoutent ou des mamans qui nous écoutent et qui se disent, mais finalement, c'est un petit peu bah voilà, on choisit d'avoir un enfant. Effectivement, il y a plein de contraintes, ce sont des responsabilités, mais le fait de nouer une relation avec lui et ce que l'enfant peut apporter, finalement, ça vient contrebalancer. Et donc, bah, c'est dur et à la fois, c'est merveilleux. Et cette alternance fait qu'on peut être dans une joie d'être parent. Et de façon générale, c'est un petit peu ce que la société nous renvoie comme ressenti qu'on est censé avoir en tant que parent. En Exact. tout cas, voilà, je ne sais pas si je le dis d'une façon convenable, mais c'est quelque chose que moi j'ai toujours entendu autour de moi. C'était en gros, oui, c'est dur, c'est un travail d'être parent, mais vu tout ce que ça t'apporte, c'est merveilleux. Et puis, effectivement, entre guillemets, il n'y a pas le choix, il faut en passer par Ouais. là. Mais Et donc, je moi, pense que ouais. c'est là où toi, tu viens mettre le doigt en disant, bah, Ouais. finalement, ça compense pas, si je comprends Non, bien. non, non, ça compense pas du tout. Après, tu vois, là, je prends un exemple, enfin, pas cet après-midi, mais tout à l'heure, on s'en va à l'insectarium de Montréal. J'ai très hâte parce que ça risque d'être intense parce que mon fils, quand il y a plein de monde, est intense, mais c'est une sortie, on va faire quelque chose en famille, ça va être cool parce qu'on se rend à un endroit, puis après ça, on va sûrement aller manger avec des amis. Donc, on fait des choses, on n'est pas juste enfermés tous les trois parce que finalement, c'est ça, c'est qu'en plus, là, bon, je suis désolée de ressortir la pandémie, mais parce que pour moi, c'est important. Je sais que ça peut agacer certaines personnes parce qu'on a envie de passer à autre chose, puis je le comprends. Mais nous, n'ayant pas de famille au Québec, on n'a eu aucun relais, en fait. Et je sais qu'il y avait des moments où, de toute façon, on ne pouvait pas avoir de relais parce qu'on est confiné. Mais même les moments où on n'était plus confiné, au Québec, ça a été extrêmement strict, les consignes. On ne pouvait inviter personne chez soi pendant des mois et des mois. Alors bien sûr, les gens pourraient dire, bah, mais comment est-ce qu'ils vont le savoir que tu peux le faire? Nous, on respectait les consignes, point. Parce qu'on se disait que si tout le monde commence à s'en foutre, ben, on s'en sortira jamais. Donc nous, on respectait les consignes, ce qui fait que quand on se voyait, c'était dehors. Mais autant te dire que dehors, par -20 en plein hiver, tu restes pas longtemps dehors. Donc on voyait très peu de monde, on était tout le temps tous les trois. Et ça peut être très très lourd au bout d'un moment de ne pas avoir justement cette impression de respirer en voyant d'autres personnes, nos week-ends étaient toujours les mêmes. Et moi, ça me rendait dingue, en fait, parce que je me dis, j'ai même pas hâte au week-end parce que ça va être chiant, en fait. On ne va rien faire de différent de ce qu'on a fait la semaine d'avant, à part peut-être, on va prendre la luge et aller une rue plus loin pour faire des courses ailleurs. Waouh, trop bien. Tu vois, donc tout ça, ça a aussi aidé enfin, aidé, pas dans le bon sens du terme, à entretenir cette espèce de ressentiment de la vie, en fait, de ce ras-le-bol. Et là, aujourd'hui, je me souviens très bien, j'avais dit à mon mari un jour, ouais, quand la pandémie sera terminée, si tu vois que j'ai la flemme d'aller chez des copains ou que j'ai la flemme de faire un truc, pousse-moi aux fesses pour dire que non, 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 on y va et tout, parce que c'est hors de question en fait que la flemme, elle a plus le droit d'exister. Non, j'exagère, c'est pas vrai, mais en tout cas aujourd'hui, je suis beaucoup plus capable de dire allez, hop, on s'en fout, on y va, ok, on s'organise, on fait des trucs. Alors qu'avant, j'aurais peut-être été plus comme plan-plan, tu vois, genre, bof, ouais, ok, on fera peut-être quelque chose si on a une idée, mais sinon, on va rester tranquille. Mais là, on dirait que justement, on a tellement été enfermés dans tous les sens du terme, que ce soit physiquement, mais aussi mentalement, que maintenant, en fait, même si oui, j'ai une appréhension, parce que mon fils est quand même, quand je dis intense, faut faire attention, c'est intense dans le sens québécois, c'est-à-dire, euh, il est, je sais pas comment l'expliquer. Bah, tous les enfants sont très vivants et bougent beaucoup, mais lui, on va dire, c'est une coche au-dessus. Là, on a une aide avec une psychoéducatrice, etc. Parce qu'on a besoin d'aide. Et quand on va justement dans des endroits publics, parfois c'est très dur d'arriver à le canaliser. Ce que je peux comprendre, il y a l'excitation, etc. Mais pour nous, c'est drainant. Mais on se dit, on est prêt à prendre gros guillemets le risque parce qu'on a envie justement de ces moments ensemble, à faire des activités, à faire des sorties, à passer des moments de qualité en dehors du train-train quotidien finalement. Donc oui, peut-être que ça va être plus intense, mais comme avec mon mari finalement, on forme une super belle équipe qui n'était pas vraiment présente il y a quelques mois, bah, quelques années même. Et aujourd'hui, c'est complètement différent en fait, la relation qu'on a, notre rôle de parent est beaucoup plus mieux réparti, je dirais.
Avant, quand je proposais quelque chose, mon mari, parfois, en fait, de lui-même ne proposait pas forcément de sortie ou quoi que ce soit. C'était toujours moi qui devais encore une fois penser à qu'est-ce qu'on pourrait faire pour ceci, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour, je sais pas moi, pour une activité qui va sortir du lot. Aujourd'hui, c'est complètement différent et je pense que ça aussi, ça aide à mieux vivre avec ce regret. Quand tu as ton partenaire de vie qui va être peut-être plus présent ou en tout cas mieux comprendre, parce que moi, évidemment, au départ, il ne comprenait pas ce que je pouvais ressentir. Ce n'est pas du tout son cas. Il ne regrette pas du tout son rôle de père. Mais avec la thérapie que je fais toute seule, mais aussi la thérapie qu'on fait ensemble depuis 1 an, je pense que m'entendre en parler à une tierce personne qui rebondit sur ce que je peux dire, le fait un peu mieux comprendre. Je ne dis pas qu'avant, il ne comprenait pas, mais je pense qu'il y avait quelque chose qui l'empêcher de voir plus loin que, ben oui, mais voilà, c'est dur aujourd'hui pour moi. Il y a des choses qui l'expliquent, que ce soit, et je l'explique dans mon livre, par rapport à mon enfance, par rapport à la façon dont j'ai été éduquée. En fait, avoir un enfant, finalement, moi, personnellement, ça me replonge dans ma propre enfance et le fait que j'ai eu le sentiment de ne pas être considérée comme une personne à part entière. Quand je piquais des colères ou quand j'étais trop excitée, ça exaspérait mes parents. Puis au lieu de juste essayer de comprendre qu'est-ce qui causait cette colère ou cet état d'excitation, ben j'étais silencieux. En gros, c'était je me faisais disputer ou alors je me prenais une baffe. Donc devenir mère m'a fait finalement revivre tout ça XXL. Ça a été un tsunami dans ma figure. Et c'est ça, en fait, je pense, aujourd'hui, au départ, j'étais pas trop sûre que c'était ça. C'est pas ça seulement. Mais comme aujourd'hui, la charge mentale dans mon couple, elle est beaucoup mieux répartie, pourtant, mon regret est toujours là. Donc, je suis pas mal sûre que Il y ce a, qui fait il y a quelque qu'aujourd'hui, j'ai chose encore. d'autre, en fait. Voilà. Si aujourd'hui, j'ai encore ce ressenti de regret et que je me dis, bah, à refaire, j'aurai pas d'enfant, euh, c'est par rapport à qui je suis, moi, en tant qu'Astrid, femme de 36-37 ans. Et de mon vécu, de mon parcours de vie, de ma personnalité, de ce besoin de calme. Alors là encore, j'entends les petites voix me dire mais tu t'attendais à quoi un enfant? Bien sûr que c'est bruyant. Oui, d'accord, mais encore une fois, il y a une part de moi très naïve et peut-être idiote, j'en sais rien, qui se disait oui, mais moi ce sera différent de toute façon, parce que ce que je dis à un moment donné dans le livre et qui est important pour moi, quand j'étais, je sais pas, moi je pense toujours à ça, au supermarché, à faire les courses avec mes parents, peu importe l'âge que j'avais, et qu'on voyait un enfant piquer une crise à la caisse, qui n'a pas vu d'enfant piquer une crise à la caisse, dont ses propres enfants? Personne. Je veux un Kinder, je veux un Smarties, je veux je sais pas quoi. Normal, hein, c'est logique, c'est devant ton nez, c'est tentant. Je peux tout à fait comprendre qu'un enfant pète un plomb si tu lui dis non. Après, bon, tu as dit non. Comment tu vas gérer ça, c'est autre chose. Mais le pétage de plomb de l'enfant est légitime, on va dire. Ben, moi, mes parents, ils me disaient, ah, ben, ça, c'est un enfant mal élevé. Donc moi, j'ai intégré dans ma tête que c'était une question d'éducation. Si tu éduques bien ton enfant, il ne pète pas de plomb devant un comptoir de bonbons. Bêtement, j'étais persuadée que moi, j'allais bien éduquer mon enfant, donc je n'aurais pas ce genre de crise. On est d'accord que c'est ridicule, mais je l'ai tellement assimilé dans ma tête. On pourrait encore me dire, ouais, mais en tant qu'adulte, là, à un moment donné, tu joins bien les deux bouts dans ta tête, tu dois bien voir que c'est pas ça. Ben non, quand t'es pas parent, tu sais pas, en fait. Tu le vis pas. Tu ne vis pas ça au quotidien, H24. Tu vas voir tes copains, tes copines avec leurs enfants qui pètent un plomb. Tu vas peut-être sourire ou avoir un peu d'empathie envers le parent, mais tu connais pas l'enfant dans son quotidien. Donc, c'est juste une photographie de l'instant T que tu vas voir et puis ça va te passer par un œil, ressortir par l'autre. C'est-à-dire que tu ne vas absolument pas l'intégrer comme quelque chose que toi-même tu pourrais vivre dans ton quotidien parce que tant que tu n'es pas parent, en fait, tu ne peux pas comprendre et ouais, comprendre, tu ne peux pas comprendre ça. Tant que tu ne le vis pas dans tes tripes, tu ne peux pas savoir ce que ça va être que d'être parent. Donc, toutes ces crises, etc., moi, je ne pensais pas que ça allait autant être violent. En fait, ça a ressorti des traumas d'enfance qui font que c'est très dur. Et je tiens à le dire, je n'ai pas été maltraitée par mes parents. Hein. Il n'y a pas pas dans cet extrême-là. Mais bon, après, il y en a qui vont peut-être dire se prendre des baffes, des fessées, c'est de la violence. Oui, en tant que telle, la violence éducative ordinaire que je déteste. Mais j'étais pas frappée à coups de ceinture, c'était pas tous les jours. Enfin voilà, pour moi, je n'ai pas été maltraitée. J'ai été simplement Pas éduquée à entendu, l'ancienne. peut-être, Voilà, voilà, pas exactement. entendu dans tes ressentis, Exactement. tes émotions. Tout à fait. Il y a quelque chose, Astrid, que tu as dit au tout début de notre échange, Oui, où tu disais que finalement, le fait d'être mère dans notre société aujourd'hui et ce que ça implique, c'est ça pour toi qui a été très compliqué et qui peut l'être encore aujourd'hui. Est-ce que tu veux revenir sur le fait que, sur cette expression de
dans notre société aujourd'hui. Est-ce que tu penses Mhm. que justement, que ce soit peut-être pas nos sociétés occidentales, peut-être dans d'autres cultures, mais aujourd'hui, ou alors dans nos cultures, mais peut-être il y a quelques centaines d'années en arrière, où vraiment le groupe parental était beaucoup plus élargi, on était tout un village pour élever un enfant. Est-ce que tu penses que ça, c'est vraiment la clé de voûte d'une parentalité épanouissante, qui fait que justement, il n'y a pas de regret maternel parce qu'on n'est jamais seul, jamais Je enfermé, pense, jamais ouais. dans ce trio avec un premier enfant, on l'entend? Ou est-ce que tu penses que finalement, peu importe, même il y a 200 ou 500 ans en arrière ou 5000 ans en arrière, on pouvait quand même ressentir ce genre de choses? Oui. Ou alors peut-être que dans toutes les cultures, on ressent ça? Je pense, mais c'est hyper intéressant la façon que tu as de poser cette question parce que je pense que tu pourrais avoir toute l'aide du monde. Si au fond de toi, tu dis que tu n'étais pas faite pour ça, tu vas regretter pareil. Après, tu vas peut-être beaucoup moins mal le vivre parce que justement, tu as ce temps pour toi, pour souffler, qui fait que dans une journée de 24 heures, tu as du temps pour toi, tu as du temps à passer avec ton enfant, tu n'es pas submergé par la charge mentale parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont là pour prendre le relais. Donc ça, oui, ça doit aider à moins mal le vivre. Mais je pense sincèrement que tu peux regretter ton rôle sans même être submergé par tout ça, juste en te disant, mais en fait, non, ça m'enlève trop de liberté. Mais là encore, si t'es bien entouré, peut-être pas tant de liberté, mais je veux dire, tu sais, de partir sur un coup de tête, de faire ce que tu veux quand tu veux, de pas toujours devoir te raccrocher à quelqu'un. Après, pour moi, c'est dur à savoir parce que j'ai jamais connu ce cas de figure, donc je peux pas me projeter, et puis chaque maternité est différente. Mais ça me faisait penser à ce que tu disais en même temps dans ta question. J'ai oublié. Euh, oui, je repense à nos grands-mères. Je pense qu'il y en a beaucoup plus qu'on le pense, qu'on regrettait. C'est juste que souvent, et je le dis dans mon livre à un moment donné, je parle de toutes ces idées reçues et les amalgames qu'on peut faire, de gens qui vont dire ouais, mais ma grand-mère ou ma mère, elle a eu 9 enfants et elle se plaignait pas. Elle, c'est qu'en fait, elle pouvait pas se plaindre. Et ça veut pas dire qu'elle était heureuse. Il y a un documentaire extraordinaire sur le sujet qui s'appelle Tu seras mère, ma fille, de Bruno Joucla et Camille. Oh, je sais plus son nom, j'ai honte. Camille, je ne sais plus. En tout cas, Bruno Joucla, ça c'est sûr. Et donc, Tu seras mère, ma fille, qui est absolument remarquable, où on retrace en fait le, 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 le parcours de vie, mais pas que, en fait, toute la. Je ne sais même pas comment l'expliquer. De 1920 jusqu'à nos jours, on voit l'évolution justement dans la société de la place de la femme, du rôle de mère, etc. Et c'est un bijou, ce documentaire. Je le recommande vraiment à toute personne qui voudrait le voir parce que c'est une claque. C'est une claque. Moi, j'ai appris des choses que je ne savais pas, qui sont absolument dingues. Bah, tout ce qui est en lien, par exemple, avec la contraception, l'avortement, etc. Moi, je ne me rappelais pas que c'était aussi récent, en fait, toutes ces possibilités. Donc, franchement, au niveau de la culture générale, c'est vraiment à regarder. Je pense qu'il dure même pas 1 heure et demie. Je sais plus. En tout cas, il est remarquable. Donc, je pense là encore que, tu vois, à l'époque de nos mères, de nos grands-mères, je dirais, et de nos arrière-grand-mères, il devait sûrement y avoir du regret parce que je me rappelle très bien d'une femme à un moment donné qui dit qu'elle a 8 enfants, elle doit avoir mon âge, même, elle est même peut-être plus jeune que moi. Et la journaliste lui demande est-ce que vous les avez tous voulu? Elle dit oh non. Et puis il me semble, si c'est pas elle, c'en est une autre qui dit qu'à la base, elle en aurait voulu aucun. Il n'y a pas le choix, t'es mariée, ben voilà. Quoi. Enfin, et c'est glaçant en même temps parce que tu te dis la place de la femme à l'époque. Certes, c'était pire qu'aujourd'hui, mais en même temps, tu te dis, là, 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 ça va pas vite, quoi. Ça n'avance pas vite, tout ça. Parce que oui, aujourd'hui, on a le choix d'être parent ou de ne pas l'être. Je suis pas en train de dire que c'est pas le cas, mais c'est juste que, c'est ça, on est tellement dans une société patriarcale où, moi, avant d'être mère, je me rendais pas compte de toutes ces inégalités-là. Parce que j'avais cette indépendance. Mais une fois que tu deviens mère, tu te rends bien compte que les inégalités elles sont plus que présentes, ne serait-ce que dans la sphère professionnelle. Enfin, une mère qui va rester en congé à la maison, elle n'aura pas d'augmentation, elle n'aura pas. Enfin, ça va être problématique. Tu vas chercher ton enfant à l'école ou à la garderie, à la crèche, peu importe, parce qu'il est malade. Généralement, c'est la mère qui va aller faire ça. Et donc, qui va quitter le travail, je ne sais pas à quelle heure. Comment veux-tu entretenir ton activité professionnelle et arriver à gravir les échelons, ou en tout cas avoir des promotions ou des augmentations de salaire si tu n'es pas capable de faire ton travail comme on l'attend de toi, en fait. Tandis qu'il y a un père qui va quitter à 20 heures, il n'y a personne qui va aller lui dire tu rentres pas plus tôt pour aller retrouver ta femme et tes enfants. Exemple, bon, ça c'est des gros clichés, mais c'est la réalité pour beaucoup de personnes, et c'est le fameux double standard dont je parle aussi dans le livre, qui pour moi,
ça me tue en fait, ça me tue, ça me met en colère parce que je me dis c'est injuste. Et au nombre de témoignages que j'ai pu recevoir de mères qui m'ont écrit, c'est insupportable en fait. Combien m'ont dit, moi, à refaire, j'aurais pas d'enfant à cause de la charge mentale ou parce que mon conjoint ne s'investit pas, parce que on voit ce débalancement d'un seul coup. Tu vois, donc c'est ça. J'ai un peu dévié de ta question initiale, mais parce que c'était important pour moi de pointer ça aussi du doigt, parce que finalement, c'est ça. La société dans laquelle on vit, c'est ça. C'est ces inégalités-là, de se dire que la femme, la mère en tout cas, elle n'est pas logée à la même enseigne que le père. Et ça pour moi, c'est terrifiant en fait. Est-ce que tu veux nous parler justement de la genèse de ce livre? Comment tu en es Oui, arrivé? Tu sais, tout à l'heure, tu nous parlais chronologiquement de ce qui s'était passé pour toi. Comment tu en es arrivé justement à faire ce pas de côté, à réaliser enfin, à mettre ce mot-là, tu nous as dit que c'était suite à la lecture de ce livre qui t'avait vraiment beaucoup, qui avait évoqué quelque chose en toi, même si tu t'étais pas dit tout de suite que c'était exactement ça que tu vivais. Et ensuite, tu as posé ce terme de regret maternel. Et là, aujourd'hui, tu as écrit un livre sur le sujet. Qu'est-ce qui s'est passé entre ces deux moments? alors je m'étais arrêtée au premier confinement, donc ça c'était printemps 2020. En juin 2020, mon fils a pu retourner à la garderie. Donc là, moi, n'ayant plus de travail et puis travaillant, comme je disais, dans le domaine du divertissement, il n'y avait absolument rien à ce moment-là. Donc, j'avais droit au chômage et je me suis dit, OK, je vais souffler un peu, retrouver un peu ce statut de femme qui n'est pas qu'une mère. Pendant que mon fils est à la garderie, que mon mari travaille, je vais prendre soin de moi. Je vais évidemment, bah, je m'occupais quand même d'aller faire les courses, etc. Mais pour moi, le contraste avait tellement été intense entre le moment où on était confinés, puis qu'on était tous les trois ensemble, puis là, que j'étais toute seule, que ça me dérangeait aucunement, tu vois, de faire toutes ces tâches ménagères, etc. C'était pour moi, le fait d'être toute seule, en fait, me faisait un bien fou. Bon, mon mari travaillait de la maison, mais j'étais dans ma tête, tu vois, j'étais dans ma bulle et de devoir faire toutes ces tâches-là, comme j'avais pas de chrono sur ma montre, de vite, 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 il faut que j'aille maintenant, parce qu'après, il faut que j'aille chercher le petit à la garderie, puis le bain, le souper, le machin, ce que tu veux. Non, j'étais tranquille. J'ai écouté énormément de podcasts aussi à ce moment-là. Et à un moment donné, fin de l'été, je me dis, bon, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Parce que, ok, c'est bien beau, mais pour l'instant, le travail, bah, c'est pas trop ça. Je sais pas. Je me posais la question et je déteste ne rien faire. C'est-à-dire que ça va pendant un temps, mais qu'à un moment donné, en fait, moi, j'ai besoin de me rendre utile d'une certaine façon. Et à ce moment-là, évidemment, je ne pensais pas me rendre utile, mais je me suis dit, bon, j'aime bien Instagram, ça fait quand même quelques temps que je suis des comptes que j'aime beaucoup, et j'aime écrire. Donc voilà, je me suis dit, est-ce que j'irais pas moi aussi créer un compte sur ce sujet-là? Puisque c'était tout frais dans ma tête, que c'est ce que je ressentais, et bon, j'avais aucune idée de ce que j'allais faire avec ça, et de comment ça allait commencer. Mais je me suis dit qu'il ne tente rien à rien. Donc évidemment, j'ai créé de façon anonyme parce que je n'avais aucune idée de comment ça allait être reçu et que je voulais pas, je voulais me préserver un minimum. C'était important pour moi à ce moment-là. Donc j'ai créé ce compte, j'ai raconté mon histoire dans les grandes lignes. J'ai eu l'appui aussi de Fiona Schmidt, donc, qui tenait à l'époque le compte Bordel de mer, qui a repartagé mon histoire. Donc comme elle avait un compte comment dire, oui, influent, c'est ça, avait en tout cas beaucoup d'abonnés. Ça a résonné dans la tête de beaucoup de personnes qui ont commencé à m'écrire. Et il y a eu aussi le compte Garde tes conseils qui avait fait une section Garde tes tabous et donc qui avait relayé un bout de mon histoire. Donc avec ces deux personnes-là, que j'embrasse d'ailleurs, ça m'a aidé à avoir un peu de visibilité. Et au bout d'un mois peut-être, je me suis dit, mais si ce serait bien que je crée en fait une adresse email et puis que je propose aux mères qui le souhaitent de m'envoyer leurs témoignages. Comme ça va permettre bah déjà de montrer qu'on n'est pas seul, que ce soit pour moi d'avoir des témoignages d'autres personnes, puis des personnes qui consultent mon compte et puis qui voient que il y a différents cas de figure, puis donc voilà, je me suis dit, bon, on va voir ce que ça donne. Puis j'ai reçu quand même pas mal de témoignages. Là, j'ai très honte d'ailleurs parce que ça fait très longtemps que je n'en ai pas publié et j'en ai encore beaucoup dans ma boîte email. Mais j'ai pas eu le temps, hein, avec le livre et tout ça, ça a été très dur, mais j'ai très hâte de reprendre. Et donc voilà, je fais mon petit bonhomme de chemin comme ça, je raconte un peu. Je suis invitée à faire donc mon tout premier podcast chez Bliss Stories, donc ça fait 1 an et demi maintenant. Et donc, évidemment, bah, ça me donne là aussi de la visibilité. À l'époque de l'enregistrement de Bliss, il y avait aussi sur Twitter le hashtag regret maternel qui était sorti. Donc, la presse a commencé à en parler. Euh,
en tout cas, voilà, tout finalement, on va dire, j'ai créé ce compte un peu au bon moment, même si c'est pas moi qui ai créé le hashtag regret maternel ni rien du tout, mais en tout cas, ça a aidé à donner de la visibilité à ce sujet. Et en septembre 2021, donc je ne travaillais toujours pas, et Larousse me contacte en me disant, mon éditrice maintenant, mais à l'époque qui n'était pas mon éditrice, m'écrit en me disant voilà, j'aime beaucoup ce que tu fais, je te suis depuis quasiment les débuts et je trouve que tu en parles très bien. Voilà, j'aimerais te proposer d'écrire un livre. Moi, honnêtement, au début, j'ai cru que c'était une blague. Quelqu'un m'avait trollé, m'a fait envoyer un message pour se moquer de moi. Pour moi, ça n'avait aucun sens en fait qu'on me propose d'écrire un livre alors que je n'ai jamais écrit de livre de ma vie. Alors certes, j'ai un passé littéraire, mais quand même, ça s'est écrit nulle part, tu vois. Donc ça m'a beaucoup touchée évidemment quand j'ai eu cet appel avec mon éditrice et la directrice du département donc chez Larousse. Et voilà, ça a commencé comme ça. Donc je me suis dit que c'était une opportunité en or. Évidemment, il y a eu beaucoup de doutes et de questionnements tout au long de l'écriture parce que je me suis dit, est-ce que c'est la bonne chose que je fais? Est-ce que... Il y avait aussi cette question que je me posais de est-ce que je l'écris avec mon vrai nom ou avec mon nom d'emprunt? Est-ce que voilà, c'était un cheminement qui s'est fait progressivement, mais j'ai été tellement bien accompagnée par Larousse. Toi, c'était pas juste bon, bah t'écris ton truc, puis on se reparle dans 6 mois et puis on voit ce que t'as fait. Non, et c'est moi qui l'avais demandé, j'avais besoin d'avoir, tu vois, un retour régulier pour me booster. Parce que moi et la procrastination, on est les meilleurs amis du monde. Donc, c'était facile pour moi de repousser et de finalement ne pas avancer. Donc là, c'était un peu... en fait, c'est ça. C'est comme si j'étais à l'école et qu'il fallait que je rende des devoirs. Et après, on en parle, puis je recommence, puis on en parle, puis je recommence. Puis ça m'a énormément aidée. Et donc voilà, j'ai rendu la toute dernière épreuve corrigée le 12 juillet et le 14 juillet 2022, je prenais l'avion pour partir en France en vacances. Donc tout s'est goupillé parfaitement bien. Puis quand on m'a confirmé que le lancement était début septembre et que moi je devais retourner à Montréal fin août, on a pu prolonger de 2 semaines mon séjour en France. J'ai passé une semaine à Paris, j'ai fait donc la promo de ce livre à ce moment-là. Je suis rentrée à Montréal. Donc vraiment tout était bien calé et donc cette écriture, oui, elle a été par moments très difficile, douloureuse, mais extrêmement thérapeutique, très très nécessaire. Quand j'ai eu le livre dans les mains la première fois, pour moi, j'y croyais pas. En fait, je n'arrivais pas, encore une fois, comme pour mon fils quand il est né, c'est pas que j'ai ressenti rien, mais j'arrivais pas en fait à me dire c'est moi qui ai fait ça. Tout comme c'est moi qui ai fait cet enfant. C'est très très bizarre, c'est cette espèce d'impression de voler la place de quelqu'un presque. Tu vois, ce syndrome de l'imposteur là, de se dire non, 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 mais Astrid, c'était pas du tout à toi de faire ça. Tu te prends pour qui? T'es qui pour... T'as aucune... comment dire, pas aucune valeur, mais t'as aucune légitimité, voilà, à faire ça. Et là, je commence doucement à accepter que oui, oui, c'est très légitime, puis que tu peux être fier de toi. Parce qu'il y a tellement de monde qui m'écrit pour me dire waouh, tu peux pas savoir à quel point ça m'a fait du bien de te lire. Même des amis proches qui m'ont dit j'ai lu ton livre, qui n'ont pas d'enfants et qui m'ont dit mais il y a des moments où j'ai pleuré en te lisant et ça m'a émue parce que je me suis dit waouh. Enfin, pour moi, c'est incroyable en fait. Et c'était ça aussi le pourquoi. Parce que tu pourrais te demander pourquoi j'ai voulu écrire le livre. Il y a plusieurs raisons. La première, c'était, bon, déjà, je savais que ça allait aider des gens. Je voyais bien déjà le compte Instagram comme il pouvait aider. Et tout le monde n'a pas Instagram. Un livre, tu peux le trouver facilement à la bibliothèque, en librairie, peu importe. Donc, c'est plus tangible. Et c'est ce que je dis, il me semble, dans l'intro du livre. Tu l'as dans les mains. Compte Instagram, ça se trouve, dans un an, il n'y aura plus Instagram, ça n'existera plus. Puis tout ça, ce sera parti en fumée. Donc, d'avoir quelque chose de physique, pour moi, c'était important, de savoir que, en plus de ça, n'importe qui, parce que c'est ça qui est important à savoir, c'est que n'importe qui, enfant, pas d'enfant, regret, pas de regret, peut le lire. Ça va forcément, Écoute, à un moment donné, c'est parler à justement quelqu'un. ouais, une autre question que je me posais et sur laquelle j'aimerais bien te faire réagir. Est-ce que tu penses que c'est pas que justement mis entre les mains de jeunes femmes qui n'ont pas encore d'enfants ou de jeunes parents, d'ailleurs hommes ou femmes, on pourra en parler aussi des hommes un petit peu après. Est-ce que tu penses que c'est pas un petit peu déprimant et que ça peut pas justement empêcher à certaines mamans enfin futures mamans, en tout cas femmes, de se révéler en tant que maman par la peur de ce que ça peut apporter? Comment toi tu te positionnes par rapport à ça?
Alors, évidemment, ça va, encore une fois, hein, chaque personne est différente, chaque personne est unique, chaque personne va le vivre différemment. Mais pour moi, je peux tout à fait comprendre qu'il y en a qui se disent, oh là là, mais ça donne pas envie. En voyant juste la couverture, parce que je pense qu'une fois qu'on a lu le livre, on comprend mieux ce que ça implique. Et j'ai des personnes qui m'ont écrit, qui me disent, j'hésite à avoir un enfant, ou alors j'en veux pas, puis moi, tu m'as convaincue. Enfin, ça m'a convaincu, c'est pas que moi j'ai personne à convaincre de quoi que ce soit en fait. Je partage mon expérience, je partage mes connaissances, et je partage des choses qui sont importantes pour moi, mais j'essaie pas de convaincre des gens d'avoir ou de pas d'avoir d'enfants. Pour moi, ce que je souhaite aux gens, c'est d'être heureux et heureuse dans leur parentalité. C'est clairement pas de dire ne faites surtout pas d'enfants, vous allez regretter. Non, non, non. Chacun va le vivre différemment. Par contre, voilà, il y a des personnes qui m'écrivent en me disant ben, j'hésite, je sais pas, et puis après avoir lu mon livre, qui me disent ben, ça m'a aidé finalement à me questionner sur tel sujet et d'aller peut-être en thérapie pendant quelques séances pour creuser et m'aider en fait à me lancer dans la parentalité, enfin dans la maternité, de façon plus sereine. En fait, pour moi, c'est vraiment, c'est pas tant de faire peur aux gens, c'est même pas ça du tout le but. Au contraire, enfin, j'ai pas envie de faire peur du tout, mais juste de dire voilà une des réalités et il ne faut Ça pas peut la nier. exister, oui. Ça peut exister, mais ça veut pas dire que tout le monde va le ressentir. Mais c'est juste, et je ne blâme pas les personnes qui peuvent être choquées euh, ou un peu dépassée de voir qu'il existe des livres comme le mien. Je le respecte entièrement. Par contre, après, je respecte beaucoup moins qu'on vienne m'insulter ou quoi. Ça n'arrive pas, heureusement. Peut-être en commentaire sur les réseaux sociaux, mais je ne les lis pas, donc voilà. Mais tu vois, de se dire, bah, moi, non, je ne veux pas lire ça parce que c'est trop anxiogène pour moi. Je respecte entièrement, en fait. Je ne vais jamais aller imposer quoi que ce soit à personne. Mais pour moi, c'est comme de parler du postpartum en général avec Ilana Wiseman, etc. Enfin, je prononce peut-être mal son nom et je m'excuse. Mais en tout cas, toutes les personnes qui ont créé le hashtag mon postpartum, moi, c'est ça aussi hein, qui a été la base de mon envie de parler, de me dire, hey, il y a des femmes qui se sont comme un peu levées et qui ont voulu dire arrêtez là de faire croire que c'est tout beau tout rose. Le postpartum, ça peut être très difficile. Ça ne veut pas dire qu'on va pas, on va le vivre de façon affreuse. Pas du tout. Mais au moins de savoir, moi, quand je lis tous les livres qui traitent de ça aujourd'hui, avoir eu ces documents-là, ces livres-là à l'époque, peut-être que j'aurais moins mal vécu, en fait, mes premiers mois. Alors oui, il y avait la solitude, certes, mais peut-être que j'aurais mieux compris certaines choses. Et donc, le fait de savoir, c'est le pouvoir. Et pour moi, c'est hyper important de me dire, tu sais, mais savoir ne veut pas dire que tu vas le vivre. Mais au moins, si ça t'arrive, tu sais que tu l'as lu quelque part et que tu n'es pas seul et que c'est normal pour certaines choses, ou alors tu sais qu'est-ce qu'il faut faire si tu ressens telle ou telle chose. Si tu sens que tu vas pas bien, etc., de pas tarder. Moi, j'ai tardé à aller voir mon médecin. J'aurais peut-être pu être guérie de ma dépression postpartum beaucoup plus tôt, en fait. C'est tout ça, c'est de se dire, de voir ça comme de la documentation. Ce n'est pas une vérité, il n'y a pas de vérité. C'est mon histoire, c'est mon vécu, c'est la réalité de certaines mères au niveau de, bah, je parle de la charge mentale parce que tout nouveau parent sait que en ayant un enfant, la charge mentale est décuplée. Ça, personne viendra me dire le contraire, ou en tout cas je l'attends. Si quelqu'un me dit non, non, c'est pareil, non, c'est clairement pas pareil. Et encore plus quand le conjoint ne fait pas sa part en fait. Donc j'ai encore une fois dévié complètement de ton sujet, mais oui, le livre, je pourrais comprendre qu'il y en ait qui se disent ouh là là, surtout des femmes enceintes en fait, de dire ouh là là, mais ça se trouve, moi je vais regretter et tout. Non, non, faut pas se stresser de ça. Ce qui est important de savoir, c'est qu'est-ce qu'on peut faire. Bah, moi, dans le livre, je ne dis pas qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas regretter, parce que ça, je n'ai pas la réponse à cette question. Ça va encore une fois dépendre de chaque mère. Par contre, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça se passe au mieux notamment, moi, je me dis, avoir su à quel point la charge mentale allait être complexe, peut-être que avant d'être enceinte, j'aurais tapé du poing en disant, il faut que ce soit mieux réparti déjà aujourd'hui, il faut que mais parce que quand on est deux, qu'il n'y a pas d'enfant, moi, je la sentais déjà beaucoup, la charge mentale à l'époque, avec mon mari. Mais il y avait une part de moi qui se dit, je m'en fous, en fait. Au pire, je m'occupe juste de mes petites choses. Et puis, bah, lui, mais quand tu as un enfant, tu peux pas t'en fiches et dire, bah, je vais pas faire de lessive. Non, parce que c'est ton enfant qui trinque, en fait. Donc, tu es obligé de le faire, mais obligé pas dans le sens c'est de la faute de ton enfant. C'est juste que tu l'aimes, ton enfant, puis que tu vas pas juste dire, bah, tu vas remettre les mêmes vêtements 3 jours d'affilée, on s'en fout. On peut s'en foutre, c'est vrai. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est qu'il y a des choses, oui, on peut bien lâcher prise sur plein de choses, mais c'est pas ça que je veux dire. C'est que quand on est deux parents, on a choisi normalement d'avoir l'enfant tous les deux, là, donc on devrait faire 50-50. C'est la base, mais bon, c'est un peu utopique aujourd'hui, malheureusement. Hmm.
Est-ce que c'est un petit peu le mot de la fin, Astrid? Est-ce que c'est vraiment le message là que tu souhaites partager aux parents qui nous écoutent? Ou est-ce qu'il y avait d'autres choses qui pour toi sont vraiment importantes à partager et qui sont aussi la raison d'être de ce livre qui sort tout juste là cet automne? Alors, quelque chose que je répéterai jamais assez, je pense, c'est que s'il y a des mères qui nous écoutent et qui se sentent concernées par ce sujet, ne gardez surtout pas ça pour vous, par pitié. Ne restez pas seul avec ce ressenti parce que c'est pire que tout, je pense. C'est important d'en parler. Alors après, à qui? Bah, ça va dépendre dans votre entourage. Qui est une personne de confiance? Puis ça pourrait être votre conjoint, votre conjointe. Ça pourrait être votre meilleur ami. Ça pourrait être une tante, un oncle, peu importe. Enfin, quelqu'un, bon, généralement plus des femmes, parce que entre femmes, on va peut-être plus se comprendre. Je dis pas qu'un homme ne comprendra pas, mais quand tu regrettes d'être Comment mère, ça se c'est pas passe du pareil. coup, oui, pour les hommes? C'est vrai qu'en préparation de cet épisode, tu m'en avais un petit peu parlé justement, Ouais, Astrid, des hommes. Est-ce que tu bah, veux nous en dire quelques mots avant de conclure? je doute absolument pas que des pères puissent regretter leur rôle, absolument pas. Par contre, c'est important pour moi de comment dire ça de façon politiquement correcte. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des mères qui m'écrivent en me demandant s'il existait des comptes similaires au mien, mais pour les pères. Et donc moi, généralement, je vois un petit peu le truc venir et si c'est une femme qui m'écrit, je me dis, si un père ressentait ça, il viendrait m'écrire directement. Puis mais bref, donc je pose la question, je dis ah, est-ce que ton conjoint regrette son rôle? Et donc généralement, donc la personne me dit oui, et je pousse un petit peu. Je dis est-ce que à la maison, tu considères que les tâches domestiques et la charge mentale sont assez bien réparties entre vous deux? Est-ce que et puis généralement à 99% des fois, on me répond ah non non non, oui il fait un peu, il passe un peu le balai, il va faire un peu la vaisselle, mais alors la charge mentale c'est juste moi. Donc pour moi, des pères qui vont regretter, mais qui, excuse-moi du mot, n'en foutent pas une, comment dire? Je veux pas en entendre parler, en fait. Parce qu'une mère qui regrette, elle va faire quoi qu'il arrive. Un père qui regrette et qui choisit qu'il ne va rien faire et qu'il est dans le canapé et que ouais, ça le tente juste pas de s'occuper de ses enfants. Parce que oui, jouer avec eux au ballon dans le jardin, c'est cool. Par contre, s'occuper de lui faire les repas, d'aller faire les courses, non, c'est bon, trop pour moi. Je veux rien savoir en fait de ça. Parce que il y en a beaucoup où c'est ça, malheureusement. Et je pense que les pères qui regrettent et qui s'investissent autant que leur conjointe, bah, ces personnes-là, en fait, elles ont juste pas le temps d'être sur les réseaux ou elles ont. Enfin, je dis pas qu'elles ont pas le temps d'être sur les réseaux. Tu peux être sur les réseaux. Moi aujourd'hui, je suis beaucoup moins sur Instagram parce que justement, j'ai plus le temps entre le travail, justement tout ça, c'est beaucoup plus compliqué. Avant, c'était facile parce que mon fils était à la garderie, donc ce temps que j'avais pour moi, je le consacrais à ça. Aujourd'hui, c'est plus difficile. Mais des pères qui regrettent, généralement en plus, des pères qui regrettent, ils vont pas avoir plus d'un enfant non plus parce qu'ils se rendent bien compte de la charge que c'est. Donc oui, ça existe, j'en doute pas. Et s'il y a des pères qui m'écoutent tout de suite et qui ressentent ça et sont des pères investis, qui s'impliquent, j'écouterai leur témoignage avec très grand plaisir et je le partagerai avec très grand plaisir. Mais malheureusement, j'ai déjà fait un appel à tous, plus d'une fois. Je n'ai jamais eu de message de père qui regrette et qui s'investit. Donc, ça existe, j'en doute pas. Mais ces pères-là, en fait, ils sont trop occupés justement dans la logistique de leur quotidien. Et voilà, maintenant, aujourd'hui, c'est dur d'avoir des chiffres. J'ai espoir que dans les prochaines années, on puisse avoir plus de statistiques et de savoir, mais des pères qui regrettent, mais qui ne s'investissent pas et qui laissent tout dans la cour de leur conjointe, je ne veux pas entendre parler d'eux. C'est ça. Pour moi, c'est très difficile et très enrageant, en fait, de me dire que tu oses dire que tu regrettes ton rôle, mais tu t'investis pas. Parce que moi, je regrette mon rôle, mais mon Dieu, ce que je fais tout pour mon fils. Et puis mon mari aussi est là, mais je pourrais jamais juste dire et j'aime pas ce rôle-là, je ne vais rien faire. Mon Dieu, je ne pourrais pas en fait. J'aime tellement mon enfant que je me sentirais encore plus coupable de ne pas m'impliquer dans sa vie. Enfin, je veux dire, c'est pas. Donc c'est ce que je dis dans le livre, c'est que ça vient pas du tout de moi. Je ne sais pas qui l'a dit. Je n'ai pas retrouvé la source de cette phrase, mais il y a beaucoup beaucoup de pères qui veulent des enfants, mais qui ne veulent pas être pères. Donc c'est ça. C'est ça en gros par rapport pour rebondir sur ce que tu me demandais là, le regret paternel. Je ne doute pas que ça existe, mais des pères qui regrettent et qui s'investissent pleinement, ça ne doit pas courir les rues. Ok, Astrid, bah merci pour cette précision. Je pense que c'était bien de pouvoir effectivement
parler des deux parents. Parce Mhm. que déjà, je pense qu'il y a les deux parents qui nous écoutent sur Allo fait dodo. Et puis aussi parce que par rapport tu vois, par rapport à Fedodo, justement, à ce que Caroline Ferriol a créé autour de Fedodo et autour du sommeil des bébés et des enfants, il y a aussi un grand rôle du papa. Par exemple, dans les accompagnements sommeil, dans la résolution des troubles du sommeil de bébé. Et c'est pour ça que je sais qu'il y a beaucoup de papas aussi qui nous écoutent aujourd'hui. Et je pense que Eh ben, ce merci à eux. sujet, il peut vraiment intéresser les parents au sens large. Donc, c'est bien de pouvoir aussi se dire le regret maternel. Finalement, voilà, comme tu dis, on est deux pour faire un enfant. Et ça peut aussi parfois être lourd sur les épaules des papas. Mais encore une fois, dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, le papa, il peut aussi parfois avoir un peu de mal à trouver sa place et pas forcément exprimer, même s'il est présent. Et donc Mhm. là, c'est intéressant aussi d'avoir voilà, une main tendue et de se dire, bah oui, que peut-être que je ressens ça et puis peut-être que c'est important aussi d'en parler. Voilà. Ah, tout à fait, tout à fait. C'est sûr que des pères qui ressentent ça, il ne faut pas non plus qu'ils le gardent pour eux. Tout à fait, ça, je suis entièrement d'accord avec toi là-dessus. Merci infiniment, Astrid, d'avoir pris ce temps avec nous sur le podcast aujourd'hui pour nous parler de ton parcours, pour nous parler de ce terme de regret maternel, des choses voilà, que les mamans qui nous écoutent là ont pu ressentir peut-être pendant longtemps sans jamais mettre de mots dessus et seront contentes de savoir que, eh bien, qu'elles ne sont pas toutes seules, donc papa ou maman, et puis nous parler aussi de ce livre, de ton parcours dans la rédaction de ce livre, comment il est arrivé, et ce que ça peut apporter aux futures mamans, aux mamans qui sont peut-être dans la difficulté ou qui l'ont peut-être été aussi, qui ont peut-être toujours finalement ce poids un petit peu sur les épaules depuis peut-être 5, 10 ans, 15 ans, parce que leur enfant grandit, mais qu'il y a quand même quelque chose en elles qui est resté, et peut-être qu'aujourd'hui, en t'écoutant, elles vont se dire ah ouais, oh mais si seulement j'avais su ça avant, ça m'aurait peut-être aidé finalement à passer toutes ces années avec un peu plus de légèreté. Donc merci infiniment pour ton témoignage. Pour les gens Et à toi, qui seraient Aurélie. intéressés de lire ton livre, où est-ce qu'on peut alors, te retrouver, toi déjà, sur les réseaux, et puis où est-ce qu'on peut acheter ton livre? Alors, sur les réseaux, c'est facile. Donc, je suis juste sur Instagram. Mon compte, c'est Le Regret Maternel, tout simplement. Mon livre, normalement, peut se trouver partout en librairie en France. Alors, les grosses enseignes, évidemment, mais n'hésitez surtout pas à aller demander à votre libraire de quartier s'il peut le commander, s'il ne l'a pas en boutique. Souvent, c'est ça qui marche bien. Le prix du livre en France, si je ne me trompe pas, est le même, peu importe où on l'achète. Il n'y a pas de différence de prix suivant l'endroit où on l'achète. Donc, de pouvoir encourager évidemment les libraires indépendants, c'est très bien. Mais après, chacun fait bien comme il veut. Et pour les personnes, s'il y a des personnes qui sont au Québec et qui m'écoutent, mon livre est sorti donc mercredi 16 novembre. Il peut se trouver pareil, normalement dans toutes les librairies, en commande ou directement en rayon. Donc voilà. Cet épisode touche à sa fin, il est l'heure de se quitter, mais pas pour très longtemps. On se donne rendez-vous la semaine prochaine avec de nouveaux invités. Pour retrouver l'ensemble des experts du village Fedodo, c'est sur fedodo.fr que ça se passe. Le lien est dans la description. Vous appréciez le contenu que nous vous proposons sur Allo Fedodo? Alors dites-le nous. Sous forme de commentaires, de partages ou de petites étoiles, vous participez à soutenir le podcast et à le rendre encore plus visible sur l'ensemble des plateformes. Merci et à très bientôt.